d'entrée-sortie d'un programme. La tâche de contrôle qui va passer, c'est la TC4, la fin du quantum, qui va être exécutée. OK? Donc ici, il n'y aura pas de l'exécution de la demande d'entrée-sortie du programme A. Donc on va avoir ici la TC4. Ensuite, alors j'avais dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez, si j'étais toujours connecté à ce moment-là, j'ai dit qu'il y a des étudiants qui exécutent après la TC4, ils exécutent la demande d'entrée-sortie. D'accord? Exécuter la demande d'entrée-sortie de A après la fin du quantum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de donner ici un temps supplémentaire au programme A qui va dépasser son quantum. Donc, vous n'êtes pas en train de respecter ici la notion du temps partagé. D'accord? Donc, il ne faut pas rajouter un temps supplémentaire à A qu'au prochain cycle CPU. C'est-à-dire quand on va faire le tour pour servir l'ensemble des processus en exécution, je donne le processeur à A, je donne le processeur à B, je le donne à C. Quand je sers le dernier processus, je reviens vers le premier, c'est-à-dire le programme A. Et c'est à ce moment-là que je vais exécuter la demande d'entrée-sortie de A. D'accord? Donc, deux erreurs à ne pas faire quand vous avez un conflit entre la fin du quantum et la demande d'entrée-sortie. Premièrement, c'est d'exécuter, de faire passer la demande d'entrée-sortie avant la fin du quantum. Donc ça, c'est faux, parce que la priorité ici, vous n'êtes pas en train de la respecter. C'est TC4 qui passe en premier. Deuxième erreur à ne pas faire, c'est d'avoir ou d'exécuter, après la fin du quantum, d'exécuter la demande d'entrée-sortie du programme qu'on vient d'interrompre. D'accord? Parce que je vous ai dit, si vous faites la TC2 après la TC4, vous donnez un temps supplémentaire au programme A, ce qui est contraire au principe du temps partagé. Donc, la demande d'entrée-sortie du programme A, elle ne sera exécutée qu'après avoir donné le processeur à tous les programmes, à tous les processus qui sont dans le système. Donc, ça veut dire qu'on va donner le processeur à B, on donne le processeur à C, et quand je reviens vers A, là, je vais lui permettre d'exécuter sa demande d'entrée-sortie. D'accord? Donc, j'ai les 4 unités ici de lancement, donc la TC1, les 2 unités de A et la TC4. Après la TC4, fin du quantum, donc on va vers le programme B qui a besoin donc d'une unité de temps CPU. Donc, il exécute son unité de temps CPU et il fait sa demande d'entrée-sortie. Comme le périphérique il est libre, on lance l'entrée-sortie donc du programme B avec les 4 unités. Parallèlement à l'entrée-sortie de B, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc les 3 unités de C. Comme le quantum il est égal à 2, donc là le programme C, il n'aura que 2 unités de temps. Voilà, donc 2 unités de temps d'exécution. Fin du quantum, TC4. Alors, ici, à cet instant, à l'instant 9, là, ça veut dire qu'on a donné le processeur aux 3 programmes disponibles au niveau du système, le A, le B et le C. D'accord? Donc, fin du quantum du programme C, qu'est-ce qu'on fait? On revient maintenant vers le programme A. Et on va constater que pour le programme A, on s'est arrêté à la demande d'entrée-sortie. Donc, la demande d'entrée-sortie du programme A, elle sera exécutée à l'instant 9 pour lancer son opération d'entrée-sortie si le périphérique est libre. D'accord? Donc, ce que j'ai ici, cette opération d'entrée-sortie, donc ici, ça c'est quoi? Ça c'est la demande d'entrée-sortie du programme A. D'accord? Donc, elle est exécutée après avoir donné un cycle de temps CPU, un quantum de temps, à tous les processus disponibles au niveau du système. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris pourquoi on a laissé la demande d'entrée-sortie du programme A au prochain cycle CPU? Regardez, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. Supposons que ça, c'est le programme A. D'accord? Le programme A, donc il est composé d'un ensemble d'instructions. Vous avez ici les instructions du programme A. Et après donc, les 3 instructions, j'ai l'instruction printf. Voilà. D'accord? Alors, supposons que les 2 unités correspondant au quantum de A correspondent à l'exécution des 3 instructions, des 3 premières instructions. D'accord? Ça veut dire que l'interruption horloge que je vais recevoir, la TC4, elle va intervenir à quel moment? Elle va intervenir à cet instant, ici. Donc là, on va voir la TC4. La demande d'entrée-sortie, elle est où? La demande d'entrée-sortie, elle est là.
D'accord? Donc, vous voyez que dans ce cas-là, l'exécution du printf, parce que le printf, c'est une instruction exécutée par le processeur, représentée par une demande d'entrée-sortie. Donc, si vous donnez, ou si vous exécutez le printf après le TC4, ça veut dire que là, vous dépassez le temps CPU, vous dépassez la valeur du quantum. Donc, voilà pourquoi on exécute la TC4, fin du quantum, et quand on reprend l'exécution du programme A au prochain cycle CPU, on trouve que le programme A, il s'est arrêté au niveau de l'instruction printf. Donc, au prochain cycle, c'est-à-dire ce qui va se passer au niveau de l'instant 9, t égale à 9, c'est l'exécution de l'instruction printf représentée par une demande d'entrée-sortie. Donc, voilà pourquoi ici, à t égale à 9, on a l'exécution de la demande d'entrée-sortie et non pas après le TC4. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Alors, donc, ne faites pas l'erreur, s'il vous plaît, quand vous avez ce genre de situation, là, ce genre de cas. Donc, ne faites pas l'erreur de faire passer la demande d'entrée-sortie avant la fin du quantum. C'est la première erreur. Deuxième erreur, c'est d'exécuter la demande d'entrée-sortie après la TC4. D'accord? Alors, l'année passée, bon, vous allez probablement chercher à des solutions. Certains d'entre vous, ils ont travaillé sur des solutions de l'année passée. L'année passée, bon, j'ai essayé de simplifier un petit peu, parce que là, bon, vous voyez que c'est un peu compliqué à se rappeler que le programme A, il s'est arrêté pour la demande d'entrée-sortie, donc il faut reprendre, après avoir exécuté les trois programmes, revenir vers A pour exécuter la demande d'entrée-sortie. L'année passée, j'avais fait une hypothèse avec les étudiants. Donc, bon, il y a deux scénarios d'exécution. Le cas réel, ce qui se passe au niveau du système, c'est ça, c'est ce que vous avez ici sur votre diagramme. C'est-à-dire que la demande, elle est faite au prochain cycle CPU. J'ai fait une hypothèse, comme l'année passée, donc on va faire une hypothèse, on va travailler sur la base de cette hypothèse. L'hypothèse, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on va supposer, j'ai dit bien, on va supposer, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Donc, on va supposer que la demande d'entrée-sortie, elle arrive juste avant la TC4. D'accord? C'était une hypothèse. J'ai dit, on supposera que la TC2, en cas de conflit, on va supposer que la TC2 arrive juste avant la TC4. Et donc, on faisait passer la TC2 avant la TC4. Mais après, je me suis rendu compte que ça, moi, c'était pour simplifier un petit peu la tâche aux étudiants. M'a dit, ils se sont embrouillés. Quand des gens le cortège l'hypothèse, et tout. Donc, je préfère, pour cette année, je préfère dès le départ vous donner le cas réel. Alors, le cas réel, donc, gardez en tête qu'on ne peut pas exécuter la TC2 quand on a la fin du quantum. La fin du quantum, on arrête le programme, on suspend le programme, on passe au suivant. On reprend l'exécution du processus interrompu dans l'exécution de la demande, là au niveau de l'exécution de la demande d'entrée-sortie. D'accord? C'est-à-dire que vous allez avoir un seul cas qu'il faudra gérer. Donc, vous n'aurez pas deux cas à gérer ou là des hypothèses à faire. Un seul cas, c'est le cas réel et c'est celui-là. OK? Est-ce que c'est clair? Qu'on puisse avancer. C'est bon. Donc, s'il y a des questions, vous m'arrêtez. Il n'y a pas de souci. Donc, je répondrai au fur et à mesure à vos questions. Très bien. Donc, on continue donc continue le diagramme. Donc là, bon, on a la demande d'entrée-sortie de A. D'accord? Alors, l'entrée-sortie de A, bien sûr, on ne pourra pas l'exécuter. Pourquoi? Parce qu'on doit attendre la finalisation de l'opération d'entrée-sortie du processus B. Donc, AT égale à 10. Donc, il y a le programme B qui va. Donc, je vais juste exprimer. Voilà. Donc, il y a le programme B qui va terminer son opération d'entrée-sortie. Donc, on va avoir la TC3. Okay. Et fin du programme B. Entre 11 et 12, on va avoir la TC5 pour la fin de B. Et on pourra lancer la demande d'entrée-sortie, ou là, on pourra lancer l'opération d'entrée-sortie du programme A à partir de l'instant 11. D'accord? Donc, l'entrée de A, les entrées-sorties de A, c'est à partir de l'instant 11 sur 3 unités. D'accord? Alors, maintenant, on revient au processeur. Parallèlement à l'opération d'entrée-sortie de A, le B, classe, on l'a terminé. Donc, on a le système, on a le A, on a le C. D'accord? Le C, on lui a donné 2 unités de temps CPU. Le C, l'exécution antérieure, il a besoin de 3 unités de temps. Donc, ça veut dire qu'il doit terminer la 3e unité pour faire une demande d'entrée-sortie. Donc, on termine la 3e unité du programme C et il lance la demande d'entrée-sortie. Dans ce cas, comme le A il est toujours en entrée-sortie, donc je ne peux pas lancer l'opération d'entrée-sortie de C, donc je n'ai pas finalisé celle de A. Donc on exécute la TC3
du programme A, je finalise l'opération d'entrée-sortie et je lance, à l'instant t égale 15, je lance l'entrée-sortie du programme C. Parallèlement à C, il y a le A qui revient vers le processeur. D'accord? Le A, maintenant, il a besoin de 3 unités. Donc, je lui donne, alors normalement, il est censé avoir 2 unités de temps. Donc, il va faire une première unité. D'accord? Donc, normalement, je vais avoir ça. OK? Mais comme à t égale 16, il y a la fin de l'entrée-sortie du programme C, donc je ne vais pas avoir le A ici. Donc, ça sera l'exécution de la tâche de contrôle, fin de l'entrée-sortie de C. Et je reprends par la suite l'exécution du programme A. Alors, question. La TC4, est-ce que je vais l'avoir à 18 ou bien à 19? C'est-à-dire, est-ce qu'on va rajouter une deuxième unité de A de 18 à 19 ou bien on va exécuter la TC4? Je vous écoute. 18. À 18. Alors, les autres. Parce qu'elle est plus... Oui? La TC4 est plus prioritaire. On fait TC4 parce qu'on a fait A à une unité, donc c'est la fin de comptant. Voilà, exactement. En fait, ce n'est pas une question de priorité. Hein. On ne parle pas de priorité ici, mais c'est plus une question de gestion du temps, c'est-à-dire une question du quantum. Est-ce qu'on a atteint le quantum ou non? Là aussi, bon, je vous parle par expérience, hein, parce que chaque année, je revois certaines erreurs qui se répètent chez les étudiants. En fait, le cas, il y a des étudiants qui vont rajouter une unité supplémentaire de A entre 18 et 19, parce que pour eux, l'unité entre 15 et 16, ils l'ont oublié. C'est-à-dire, donc 15-16, ça a été interrompu par la TC3. Okay? Donc, ils vont réinitialiser le quantum. Ça, c'est faux. Parce que si on suit ce raisonnement, et supposer que l'exécution de A, elle est à chaque fois interrompue après une unité de temps CPU. Là, ça veut dire qu'on ne va jamais arrêter avec le programme A. D'accord? Donc, quand on dit, on applique, ou là, on donne un quantum équitable à tous les processus, donc ça veut dire qu'on ne doit pas dépasser ce temps-là. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire pour le A? L'histoire, la sauvegarde du contexte, la restauration du contexte. Donc ici, à l'exécution de la TC3, qu'est-ce qu'on fait? On va sauvegarder le contexte du programme A. Qui peut sauvegarder le contexte du programme A? Donc il y a l'ensemble des registres que j'avais expliqué hier, ou là j'avais cité hier le cours. D'accord? Mais on va aussi sauvegarder la consommation du temps CPU-TAO. Et dans ce cas-là, on va dire que le A, il a consommé une unité de temps. Il lui manque combien pour atteindre le quantum? Alors, une seule unité. Donc, la TC3 n'est pas comptabilisée dans le quantum du programme A. Mais on ne fait pas de réinitialisation du quantum si le programme est interrompu. Donc, pour moi, la TC3, je vais la mettre de côté, je vais l'oublier. Je ne vais pas la comptabiliser dans le quantum du programme A, mais je ne vais pas aussi réinitialiser le quantum à partir de l'instant 17. Donc, pour moi, le programme A, il a déjà pris une unité de temps. Je lui rajoute la deuxième unité de temps pour atteindre le quantum. Donc, ici, 15-16, première unité, 17-18, deuxième unité, fin du quantum. Donc, prochaine instruction ou la prochaine tâche qui va être exécutée à t égale à 18, c'est la TC4 pour signaler la fin du quantum du programme. D'accord? Donc, on raisonne de cette façon pour ne pas favoriser un programme par rapport à un autre. Je vous ai dit, prenez le cas par exemple où à chaque unité de temps de A, il n'y a qu'une interruption. Si vous réinitialisez à chaque fois votre quantum, là, le A il va pouvoir atteindre par exemple les 10 unités de temps CPU. Ça, ce n'est pas équilibré par rapport aux autres processus. Donc, les 2 unités de A, fin du quantum, on passe directement donc à la TC4. Donc, fin du programme, la fin du quantum de A, on va vers le C pour lui donner les 2 unités de temps. Fin du quantum de C, d'accord? On revient vers A, on a une seule unité, donc je termine l'unité de A. Fin du programme A, je reviens vers C, fin du programme C, donc les 2 unités de C. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant à 26? Qu'est-ce qu'on va avoir? Quel est le programme qui va être exécuté à 26?
Si vous avez bien compris ce que j'ai dit au début, le diagramme, c'est le même raisonnement que vous devez appliquer ici. Quel sera le programme exécuté entre 26 et 27? Allez-y, je vous écoute. 26, 27. Un TC4. quantum. TC 4. TC 4. Pourquoi? C'est à la fin du quantum. C'est la fin du quantum. Alors en fait, on a la fin du programme, c'est la TC5, d'accord? Et la TC4. Là, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est un peu le même cas qu'on a eu au début entre TC4 et TC2. Là aussi, si je veux par exemple schématiser mon diagramme, voilà ce qu'on va avoir. On a le programme C, donc accolade ouvrante au début du programme, donc on a une suite d'instructions ici, d'accord? Et j'ai l'accolade fermante. L'accolade fermante qui va indiquer la fin du programme. Donc là, si on suppose que à t égale 26, j'ai la fin d'un quantum, ça veut dire que la TC4, elle va intervenir ici, à la TC4. Et la fin du programme, c'est-à-dire que la TC5, elle est représentée par la dernière accolade fermante, la TC5. Vous voyez, donc, après l'exécution de la quatrième unité du programme C, on signale la fin du quantum, donc TC4, et ensuite, on finalise le programme avec la TC5. D'accord? Donc là, on va voir TC4, ensuite TC5. Voilà, est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, tout est clair. C'est bon? Les autres? Monsieur, Oui? mais à l'air, on a donné TC4 pour TC5 elle est plus prioritaire. Non, non, non. Priorité, c'est TC4. Ensuite, donc l'interruption horloge. Ensuite, on a tout ce qui est les appels système, ce qu'on appelle les interruptions logicielles, qui est une TC2, TC4, pardon, TC2, TC5. Ensuite, les interruptions matérielles, on a la TC3. Donc, en termes de priorité, c'est TC4 qui est plus prioritaire que la TC5 et la TC2. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Alors, par rapport au temps de réponse, donc, comme je l'ai dit la dernière fois, donc, les tâches de contrôle ne sont pas comptabilisées dans le temps de réponse des programmes. Donc, si vous prenez par exemple le programme B, donc le B se termine à 10. Le TC3, TC5 ne sont pas comptabilisés dans le temps de réponse du programme B. Donc là, pour le B, c'est 10. D'accord? Le A, il se termine à 23. D'accord? Donc la TC5, elle n'est pas comptabilisée dans le temps de réponse du programme A. Donc on a le 23. Et pour le C aussi, donc la TC4 et la TC5 ne sont pas comptabilisées dans le temps de réponse. Donc c'est 26. Donc on s'arrête toujours à la dernière unité d'exécution du programme C. Bon, si c'est une exécution au niveau processeur, donc c'est l'exécution au niveau processeur. Si c'est par exemple le 4, le B, l'entrée-sortie, c'est la dernière unité d'entrée-sortie. Donc l'essentiel, c'est que les tâches de contrôle ne sont pas comptabilisées dans le temps de réponse des programmes. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, on passe Maintenant, on reprend les deux diagrammes, multiprogrammes étant partagés, mais cette fois avec deux périphériques d'entrée-sortie. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Alors, on passe à la suite. Alors maintenant, multiprogrammé avec deux périphériques d'entrée-sortie. Donc là, c'est pratiquement le même principe que tout à l'heure, donc bien sûr avec les tâches de contrôle. Alors, on a ici donc l'initialisation du système, d'accord? Donc chargement du système et allocation donc des ressources nécessaires aux trois programmes. On lance l'exécution donc du programme A, donc deux unités de A, et demande d'entrée-sortie de A. Donc on exécute la TC2.
comme le périphérique 1 est libre, donc j'ai la possibilité de lancer les 3 unités entrée-sortie de A. Ok. Très bien. Parallèlement aux opérations d'entrée-sortie de A, donc au niveau processeur, on revient vers l'exécution du programme B qui a besoin d'une seule unité de temps. Il fait une demande d'entrée-sortie, TC2. Alors, premier périphérique occupé, qu'est-ce qu'on fait? On passe au deuxième. Donc, on va basculer directement vers le deuxième périphérique et je lance l'entrée-sortie du programme B à partir de l'instant égal, l'instant 6, avec les 4 unités d'entrée-sortie de B. Parallèlement donc, aux deux opérations d'entrée-sortie de A et de B, je lance le programme C qui a besoin donc de 3 unités. Ok. Donc, normalement, on va voir ça. Mais comme le A, il termine son opération d'entrée-sortie, donc je ne vais pas avoir le C ici. Donc, on va avoir la fin de l'entrée-sortie de A. Donc, TC3, fin de l'opération d'entrée-sortie de A, d'accord? On reprend maintenant l'exécution du programme C avec les 2 unités qui restent. Alors, maintenant à 10, qu'est-ce qu'on va avoir à 10? On va avoir la demande d'entrée-sortie de C, la fin de l'entrée-sortie de B, qui sera suivie de la fin du programme B. Alors, quelle est la tâche de contrôle qui sera exécutée à 10? TC4. TC4. On est au multiprogrammé. Hein. Alors TC2. TC2, oui. Donc, parce qu'on a le conflit entre TC2 et TC3. Donc, la demande d'entrée-sortie de C et la fin de l'entrée-sortie de B. Comme les appels système donc, sont plus prioritaires, donc c'est la TC2 qui va être exécutée. Donc, on lance la TC2 de C, d'accord? L'entrée-sortie de C maintenant, est-ce qu'on peut la lancer ou bien on doit finaliser l'opération d'entrée-sortie de B? Logiquement, je vais avoir ici la TC3. D'accord? La fin d'entrée-sortie de B. Est-ce qu'on lance l'entrée-sortie de C à t égale 11 ou à t égale 12? AT égale 12. T égale 12. Pourquoi? Il faut que le périphérique soit libre. Quel périphérique? D'entrée-sortie 2. L'entrée-sortie 2. Et le premier? Ah, on peut Il l'utiliser. est libre. Ah oui, l'entrée-sortie 1, il est Donc, libre. est-ce qu'on attend la fin de la TC3? Non, on n'entend Non, pas. on n'attend pas la fin de la TC3. D'accord? Donc ici, dès que je fais la demande d'entrée-sortie, c'est vrai que le deuxième périphérique, là où il y avait l'entrée-sortie de B, il deviendra libre qu'à la fin de la TC3, c'est-à-dire à t égale 12. Il ne faut pas oublier qu'on a un deuxième périphérique. D'accord? Donc j'ai la possibilité de lancer l'opération d'entrée-sortie de C dès que j'exécute la demande. Le système, qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie le premier périphérique, il trouve qu'il est libre, il lance l'entrée-sortie du programme C. D'accord? Donc on ne va pas attendre la finalisation de l'opération de l'entrée-sortie sur le périphérique 2, là où il y avait le programme, B. Donc, voilà. Voilà, donc on va voir ici la TC3. OK? Donc, je lance le programme C en entrée-sortie avec une seule unité. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? À t égale 12. Qu'est-ce qu'on va voir? TC3. TC3 de qui? Alors, TC3 de C. Très bien. Et il ne faut pas oublier que le B se termine. Donc, après la TC3, c'est la TC3, ce que j'ai ici, c'est la tâche de contrôle de B. Donc, fin de l'entrée-sortie de B. Et j'ai aussi la fin de B. Donc, à t égale 12, en fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai un conflit entre la TC5, c'est-à-dire la fin du programme B, et la fin de l'opération d'entrée-sortie de C. Entre TC5 et TC3, c'est la fin du programme B qui est prioritaire. OK? Donc, on va voir ici la fin du programme B. Ensuite, on va voir la fin du programme C. Donc,
c'est à la fin de l'opération d'entrée-sortie du programme C. Et la TC5, c'est pour la fin de B. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris pourquoi c'est TC5, ensuite TC3? C'est bon, très bien. Alors, ensuite, on continue. T égale 14. Quel est le programme qui sera exécuté? Qu'est-ce qu'on va exécuter à T égale 14? Programme A. Programme A, très bien. Donc, on revient vers le programme A. D'accord? Donc, le programme A, il a besoin donc, de 3 unités de temps CPU. Donc, on va voir. Donc, juste, voilà. Donc, je vais avoir donc, les 3 unités du programme A. Fin du programme A. Reprise de l'exécution du C avec les 4 unités de temps. On va voir ici les 4 unités de C et fin du programme C. Voilà donc pour le multiprogrammé avec 2 périphériques d'entrée-sortie. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, على درنا تي سي 5 في طراز Palestina تي سي 5 في طراز في الدوز TC5 TC5 في الدوز. Alors TC5 هذيك c'est à la fin de B. في البي واش عندنا la fin تاع l'entrée-sortie. Donc la tâche elle a été exécutée entre 11 et 12 parce que j'avais un conflit entre la demande d'entrée-sortie ou la fin d'entrée-sortie de B. Comme la demande elle passe en priorité, donc j'ai exécuté la TC2. Ensuite, entre 11 et 12, j'ai exécuté la fin de l'entrée-sortie de B. Et à 12, j'ai un conflit entre la fin du programme B et la fin de l'entrée-sortie de C. Comme la TC5, fin du programme, elle est plus prioritaire que la fin de l'entrée-sortie, j'ai exécuté la TC5 dans le programme B, ensuite la TC3 du programme C. Donc voilà pourquoi j'ai la TC5 à 12, ensuite j'ai la TC3 ou la fin de l'entrée-sortie à 13. Ah oui, ok, merci monsieur. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, temps de réponse. Programme C, شحال 22. 22. Temps de réponse de A, 17. 17. 17. Temps de réponse de B, 10. 10. 10. Très bien. Donc, les temps de réponse, donc le B, c'est 10. Donc, TC2, TC3, TC5 à Doga, ils ne seront pas comptabilisés. Temps de réponse de A, c'est 17. Et temps de réponse du programme C, c'est 22 unités de. Voilà donc pour le multiprogrammé avec les 2 périphériques d'entrée-sortie. Donc, il nous reste un dernier diagramme dans cet exercice. C'est le temps partagé avec un quantum de 2 unités de temps, les tâches de contrôle et 2 périphériques d'entrée-sortie. Alors là aussi, donc, on reprend donc la TC1 donc, pour l'initialisation du système et le chargement donc, du système et l'allocation des ressources pour les différents programmes. Exécution de 2 unités de A. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? T égale 3. Demander entrée-sortie. Voilà. Donc, on demande l'entrée-sortie du programme A. Vous le quantum? Vous le quantum? نديرو TC4 بعد demander entrée-sortie. Non. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? On commence le B. On ne demande pas entrée-sortie. Oui. On ne demande pas à l'entrée-sortie. Parce que si on demande une entrée-sortie, c'est la même explication que j'avais donnée tout à l'heure. Hein. Si je fais TC4, ensuite TC2, je donne une unité de temps supplémentaire au programme A. D'accord? Donc, la demande d'entrée-sortie du programme A, elle sera faite au prochain cycle CPU. C'est-à-dire quand je vais servir tous les programmes A, B, C, c'est là que je vais revenir vers le A et lui permettre d'exécuter sa demande d'entrée-sortie.
D'accord? J'ai bien insisté sur ça tout à l'heure, comme ne faites pas l'erreur d'exécuter la TC4, ensuite la TC2. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça demande bien l'examen ou dans l'interrogation. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris pourquoi la TC4 et la TC2, ça sera après, pas juste, pas juste après la TC4, mais ça sera au prochain cycle CPE. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Ça. Alors, donc, 2 unités de A. Fin du quantum. D'accord? Donc, on a le A, on lui enlève le processeur. On passe au programme B. B, il fait une unité de temps. Demande d'entrée-sortie. Périphérique 1, il est libre. Donc, je lance les 4 unités d'entrée-sortie de B sur le premier périphérique d'entrée-sortie. Alors, parallèlement à l'entrée-sortie de B, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc le tour de C. Donc, c'est C qui va être exécuté. Donc, on va avoir 2 unités de C. Fin du quantum. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir après? À 9. Voilà, on va avoir la demande d'entrée-sortie du programme A. Donc ici, on va avoir la TC2. D'accord? Ensuite, on lance l'entrée-sortie de A sur le deuxième périphérique, parce que maintenant, le premier, il est occupé pour le moment. C'est-à-dire pour nous, il est occupé, on ne peut pas lancer l'entrée-sortie, le A sur le périphérique 1. On passe directement au deuxième, parce que le deuxième, il est libre. D'accord? Donc, j'ai les 3 unités du programme A qui vont être lancées. Au niveau processeur, qu'est-ce qu'on va faire? On termine l'opération d'entrée-sortie du programme B. Donc, je vais avoir la TC3, pardon, ensuite la TC5. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, monsieur, tout est clair. Ça. Alors, l'étape suivante. T égale 12. T égale 12. Quel est le programme qui sera exécuté? S'il vous plaît, monsieur, شريح تعاود وعلاه درنا في l'entrée sortie درنا le B ماشي ال A. Entrée-sortie? Oui, كي درنا TC2 كنا نقدروا au lieu نديرو في l'entrée sortie 1 نديرو ال B كنا نديرو ال A. هذه ما فهمتهاش بيان. Non, non. درنا ال B ماشي ال A. درنا le A في le multiprogrammé, parce que le A كمل les 3 unités, كمل les 2 unités de temps les 2 unités CPE, et il a lancé l'entrée-sortie. Donc, il a fait la demande d'entrée-sortie. Là, qu'est-ce qu'on a dit? C'est un peu le même problème qui s'est posé tout à l'heure avec un seul périphérique. J'ai dit qu'un programme, quand il atteint le quantum, il n'exécute pas la demande d'entrée-sortie juste après. Donc, la demande d'entrée-sortie du programme A, elle est faite quand on va lui donner le processeur, le prochain cycle CPU. C'est-à-dire quand on fait le tour, je donne le processeur à A, à B, ensuite à C. Quand on termine avec le C, on revient vers A. Et on se rend compte qu'au niveau de A, on s'est arrêté au niveau de la demande. D'accord? Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai exécuté donc, les 2 unités de A. J'ai reçu une interruption horloge pour me signaler la fin du quantum. Donc, j'ai exécuté la TC4 et j'ai lancé l'exécution de B. Le B, il sert qu'une seule unité. Donc, il a fait son unité de temps et il a fait la demande d'entrée-sortie. Donc, on a le B et il est en avance par rapport à la A. Donc, l'entrée-sortie, ou la TC2 que vous avez ici, la TC2, ça c'est celle de B. C'est la demande d'entrée-sortie de B. L'entrée-sortie de A, elle est là. On a notre prochain cycle, donc 2 unités de A. On donne le processeur à B. B, il sera une seule unité. Donc, je lui donne l'unité. 2 unités de C. Fin du quantum, je reviens vers A. Où est la demande d'entrée-sortie. Donc, il exécute la demande d'entrée-sortie et il la lance sur le deuxième périphérique. Donc, voilà pourquoi j'ai l'entrée-sortie de B qui est exécutée ou qui est lancée avant celle de A. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que le A il va commencer à s'exécuter en premier au niveau du processeur
que ces entrées-sorties vont être exécutées en premier. D'accord? Même avec un seul périphérique, on peut avoir le contraire. C'est-à-dire que si un programme il a besoin de moins de temps CPU, il est clair que c'est lui qui va lancer l'entrée-sortie en premier. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris pourquoi j'ai commencé par l'entrée-sortie de B, ensuite celle de A? Non, pas encore. Qu'est-ce qui vous pose problème? Avec TC2, après Oui. juste le B. Laquelle? Parce qu'il y en a deux. FF6. De 5 à 6. Oui. Oui. على ما درناهاش هي تاع le A après موراها كي كملنا كنا نديرو تاع le B. Le principe, est-ce que راكي فاهمة le principe t'as le temps partagé? Oui. Ça, le principe t'as le temps partagé, c'est quoi? C'est que chaque programme, il va avoir un temps CPU propre à lui et qui est limité. Le processeur, il sera utilisé à tour de rôle. Donc, je donne le processeur à A, je donne le processeur à B, à C, qui me le A. D'accord? Le A, on a un quantum de 2 unités de temps, où le A, il sera 2 unités. Comme la TC4 elle est plus prioritaire que la TC2, ça veut dire qu'on va exécuter à T égale à 3, on va exécuter à la fin du quantum. Donc, la fin du quantum, mais la demande d'entrée-sortie. Qu'est-ce qu'il va faire la demande d'entrée-sortie? Il va la faire quand je vais lui donner une nouvelle fois le processeur. Quand est-ce que je vais lui donner le processeur? C'est quand je vais exécuter le programme C, le programme B et le programme C. Je fais le tour. D'accord? Par contre, le B sera une seule unité. Donc, il exécute son unité de ton CPU. L'instruction suivante, donc je lui donne la possibilité de faire sa demande d'entrée-sortie. Il fait sa demande d'entrée-sortie, je lance entrée-sortie de B. Quand je donne les 2 unités de temps de C, la demande d'entrée-sortie. Donc voilà pourquoi la demande d'entrée-sortie de A, elle est exécutée à T égale à 9 et non pas juste après la fin du quantum du programme A. C'est un tour de rôle. D'accord? La fin du quantum, elle intervient juste avant la demande, juste avant l'instruction de l'opération d'entrée-sortie. Donc, qui n'a de nouvelles là? On a le processeur, c'est là qu'il va exécuter la demande d'entrée-sortie. D'accord, ok. Merci, monsieur. Voilà. Ok, donc on continue. Donc on s'est arrêté à 12. Donc au niveau processeur, qu'est-ce qu'on va avoir à T égale 12? Le C. Le programme C. Très bien. Combien d'unités? Une seule unité parce qu'il va être Une seule interrompu unité. par TC3 de A. Non, 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 non. Ça n'est pas interrompu par la TC3 de A. Le C, les unités. Une seule unité. Une seule unité. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Une demande d'entrée-sortie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici. Je vais avoir ici le C. Donc là, c'est comme les 3 unités. Donc, je vais avoir un conflit entre la TC2 et la TC3. Fin de l'entrée-sortie de A et la demande d'entrée-sortie de C. Comme la demande elle est plus prioritaire, donc on va avoir la demande de l'entrée-sortie de C, ensuite la fin de l'entrée-sortie de A. C'est bon? C'est clair? Oui, monsieur. Voilà. Donc exécution de C. OK? Ensuite, ici, on va avoir donc, le conflit entre la fin de l'entrée-sortie de A et la demande d'entrée-sortie de C. Donc, on exécute la demande d'entrée-sortie de C. Et là aussi, on ne va pas attendre. C'est-à-dire que là, on va trouver que le premier périphérique est libre. Donc, je peux lancer l'entrée-sortie de C sur le périphérique 1. Et ensuite, je finalise l'opération d'entrée-sortie du programme A. Donc, le C, il a été lancé. Et TC3, la TC3, c'est la fin de l'entrée-sortie de A. Alors maintenant, à 15, qu'est-ce qu'on va avoir à T égale 15? T égale 15. TC3 de C. TC3 De C. Très bien. TC3 de C.
Voilà. Donc, TC3AD, c'est un programme C. D'accord? Donc, TC3, la Lula, à 14, c'est celle qui permet de finaliser l'opération d'entrée-sortie du programme A. Et entre 15 et 16, c'est celle qui va permettre de finaliser l'entrée-sortie du programme C. Ensuite, On continue l'exécution de A. de A, combien d'unités de temps? 2 unités. Oui, ensuite, TC4. TC4, ensuite, L'exécution de 2 unités de C. oui, Un TC4. oui, L'exécution d'une unité de A. oui, TC5. TC5, ensuite, Puis ensuite 2 unités de C et le restant TC4 puis TC5. voilà, TC4, TC5, très bien. Donc, voilà ce qu'on va avoir. Donc, 2 unités de A, fin du quantum, donc signalé par la TC4. D'accord? On va vers le C, 2 unités de C, TC4. On revient vers A. Donc, on termine la dernière unité qui reste. Voilà. Fin du programme A, TC5. Ensuite, 2 unités de C. On va avoir les 2 unités de C ici. Fin du quantum, TC4 et TC5. D'accord? Donc, fin du quantum. Ensuite, fin du programme A. Donc, pour les temps de réponse là aussi, donc pour le C, c'est 26. D'accord? Pour le B, donc c'est 10. D'accord? Et pour le A, c'est 23. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport au temps de réponse des différents programmes. Voilà, donc avec le temps partagé, en intégrant donc le périphérique d'entrée-sortie avec les tâches de contrôle. Est-ce qu'il y a des questions? Tout est clair, monsieur. C'est bon? Les autres, c'est bon? Alors, on passe, bon, s'il n'y a pas de questions, donc on passe à l'exercice suivant. Alors, troisième exercice. Troisième exercice. Alors, là, on va rajouter une sixième tâche de contrôle. Donc, si vous vous rappelez, la semaine passée, pour le moment, j'ai parlé donc, de cinq tâches de contrôle, mais je vais rajouter une sixième tâche de contrôle, exercice 3. D'accord? Alors, vous avez ici donc, les 5 premières tâches de contrôle. Donc, les tâches de contrôle, c'est celles que j'avais présentées la semaine passée. Donc, c'est l'initialisation du système à t égale 0, de demande d'entrée-sortie, fin d'entrée-sortie, fin d'un quantum, donc pour le cas, le temps partagé, et la fin d'un programme. Donc, à deux, c'est les TC1 jusqu'à TC5, j'avais déjà présenté. Alors, je rajoute maintenant une sixième tâche de contrôle qui correspond à l'arrivée d'un nouveau processus après l'initialisation du système. D'accord? C'est-à-dire que là, on est dans le cas où T est différent de 0. OK? Alors, je vais faire le lien avec ce que j'ai dit hier en cours. Comme il y a un processus, quand on crée un processus, il a besoin de 2 ressources de base, la mémoire et le processeur pour qu'il puisse s'exécuter. D'accord? Donc, à t égale à 0, ce qu'on fait dans la tâche d'initialisation du système qui est exécutée à t égale à 0, c'est qu'on procède au chargement du système d'exploitation et à l'allocation des ressources nécessaires à l'exécution des processus qui sont présents à t égale à 0, c'est-à-dire qui sont chargés avec le système d'exploitation. Donc, on n'a pas besoin d'exécuter d'autres tâches de contrôle pour procéder à l'allocation des ressources. Donc, on va supposer que tout se fait dans la première tâche de contrôle, la TC1. Maintenant, si on a un processus qui arrive dans le système à un instant autre que t égale à 0, d'accord? L'exercice 3, par exemple, vous avez un programme, le P2, qui arrive à t égale 5. Donc là, ce programme-là, il a besoin de ressources.
Il a besoin de mémoire, au moins la mémoire, c'est-à-dire pour qu'il puisse être chargé, pour qu'il puisse être créé et pour qu'il puisse commencer à être exécuté. Donc, la mémoire ou les ressources de façon générale nécessaires à l'exécution de ce processus seront affectées ou seront allouées par le système. Donc, on doit avoir l'intervention du système d'exploitation pour affecter les ressources nécessaires à ce processus. Donc, c'est la tâche RD, elle correspond à cette tâche de contrôle numéro 6. D'accord? Donc, à partir de maintenant, vous allez rajouter donc une 6e tâche de contrôle correspondant à l'arrivée d'un nouveau processus après l'initialisation du système. C'est-à-dire que là, on est dans le cas où l'instant d'arrivée du programme, l'instant de chargement du programme, il est différent de 0. OK? Alors, la conséquence, c'est quoi? Donc, il y a 3 choses à faire. Premièrement, il faudra donc penser à rajouter dans votre diagramme, ou la représenter dans votre diagramme, cette nouvelle tâche de contrôle qu'on va appeler la TC6. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et le deuxième point, il est important, parce qu'il risque de vous fausser carrément le diagramme. Je prends le cas à l'exercice 3, l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, on a l'arrivée, tu as les programmes P1, P3, P4 à t égale 0. D'accord? Et P2, il arrive à t égale 5. À l'instant t égale 5. D'accord? Alors, l'erreur à ne pas faire ici, parce que vous risquez donc de rater carrément votre diagramme, c'est d'exécuter le P2, je parle ici de l'exercice 3, exécuter P2 après P1. D'accord? C'est-à-dire que vous allez travailler selon l'indice. Pour le P1, bon, juste après P2, je lance P2. Ça, c'est faux. Le processus qui arrive en dernier, le katana c'est P2, il sera exécuté en dernier. Je mets en dernier. Ça veut dire que je vais exécuter P1, ensuite P3, ensuite P4, ensuite P2. Donc, ne faites pas l'erreur d'exécuter après le P1, d'exécuter le P2. D'accord? Ce n'est pas un processus prioritaire. C'est un processus qui a la même priorité que P1, P3 et P4. Et donc, s'il arrive en dernier, il sera exécuté en dernier. D'accord? Donc, ça, c'est le deuxième point. Troisième chose qu'il faudra faire, c'est que quand vous allez calculer le temps de réponse du programme qui est arrivé à partir d'un instant autre que 0, donc il faudra soustraire l'instant d'arrivée du programme. Jusque-là, on a toujours fait le temps de fin d'exécution du programme ou du processus moins 0, parce qu'on supposait toujours que les processus étaient chargés à t égale à 0. OK? Maintenant, quand on vous dit que P2, il arrive à t égale 5, quand vous allez calculer son temps de réponse, les 5 premières unités, le programme n'existait pas dans le système. Et donc les 5 unités, il faudra donc les enlever de son temps de réponse. OK? Donc voilà les trois éléments, les trois choses qu'il faudra faire quand vous avez un processus qui arrive à un instant autre que 0. Donc, ajouter la TC6, mettre le processus qui vient d'arriver en queue de fil, pour qu'il puisse être exécuté en dernier, pas en deuxième ou en première position. Et troisième point, c'est que le temps de réponse, donc il faudra soustraire le temps d'arrivée du processus, le temps de réponse. OK? Maintenant, il y a un autre point. On a parlé donc de priorité entre les différentes tâches de contrôle. Alors, la TC6, donc je reprends ici les priorités que j'avais données la semaine passée en TD. Donc, à la fin, le quantum, c'est une interruption horloge. On a aussi tout ce qui est demande d'entrée-sortie et fin d'un programme, donc ce qu'on appelle les interruptions logicielles, ou les appels système. Et nous avons la fin de l'entrée-sortie qui est une interruption matérielle. Vous avez donc ici donc les priorités des programmes. Donc, c'est la plus prioritaire. Ça, c'est la priorité de niveau 2, où la fin de l'entrée-sortie, c'est la moins prioritaire. Alors, question, où est-ce que vous allez mettre la TC6? Dans quelle catégorie vous allez la mettre? Est-ce que vous allez la mettre dans la catégorie des interruptions horloge, ou les appels système, ou bien périphériques? Appel système. C'est les appels système, effectivement. Donc là, ça fait partie donc des interruptions, je dirais, logicielles. Bon, là, j'ai mis interruption logicielle à part, parce qu'il y a le cas, il y a les déroutements aussi. Hein. Les interruptions logicielles, il y a deux types d'interruptions.
Donc, il y a ce qu'on appelle tout ce qui est appel système, donc où on sollicite le système pour l'allocation des ressources. Et il y a les interruptions logicielles, ou ce qu'on appelle les déroutements. C'est-à-dire c'est des interruptions logicielles qui sont générées par des erreurs dans l'exécution des programmes. Donc, pour la tâche 6, d'accord, elle sera effectivement mise dans la partie appel système. Donc là, on va la mettre dans les appels système. Là, par contre, alors, la semaine passée, je vous ai dit, parce qu'on m'a posé la question entre demande d'entrée-sortie et fin du programme, qui est plus prioritaire. Comme le cas, on ne peut pas l'avoir. On peut pas avoir un cas de conflit entre une demande d'entrée-sortie, c'est-à-dire un programme qui fait en même temps la demande d'entrée-sortie et il se termine. Parce qu'il y a un seul programme. Soit il est en train de finaliser son traitement, dans la fin de le programme, soit il est en train de faire la demande d'entrée-sortie. Donc, il ne peut pas faire les deux en même temps. Donc, le cas de conflit entre la TC2 et la TC5, on ne peut pas l'avoir. Donc, je ne parle pas de priorité. Maintenant, la TC6, elle peut être en conflit avec la demande d'entrée-sortie ou là, la fin du programme. D'accord? Donc là, en termes de priorité, la TC6, elle est moins prioritaire que la demande d'entrée-sortie et la fin d'un programme. D'accord? Donc, elle reste dans la catégorie des appels système. Donc, TC6, elle est plus prioritaire que la fin d'entrée-sortie. Par contre, si je la compare, c'est-à-dire si je compare la priorité de la TC6 mais à la demande d'entrée-sortie à la fin du programme, la TC6, elle est moins prioritaire. Donc, si vous avez un conflit entre l'exécution de TC2 et TC6, vous faites passer la TC2 et vous décalez l'exécution de TC6. Même chose entre TC5 et TC6. TC5, elle passe et vous retardez l'exécution de TC6. D'accord? Donc, voilà par rapport aux priorités de l'ensemble des tâches de contrôle. Donc, on va rajouter la TC6 à partir de maintenant dans la liste des tâches de contrôle à intégrer dans les diagrammes. Alors, donc pour l'énoncé de l'exercice, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette nouvelle tâche de contrôle avant de passer à l'énoncé de l'exercice? Donc c'est bon, c'est clair. Alors, on considère donc un système avec un seul processeur et 4 programmes P1, P2, P3, P4 donc, qui font des calculs et des opérations d'entrée-sortie sur un disque. Alors, selon les scénarios donnés ci-dessous. Donc, vous avez ici les scénarios d'exécution des quatre programmes. Alors, les programmes sont chargés aux instants suivants. P1, 0, il est chargé à t égale à 0. P2, il est chargé à t égale 5. P3, il est chargé à t égale 0. Et P4 aussi à t égale 0. Le temps d'exécution d'une tâche de contrôle, c'est une unité de temps. On vous demande donc de tracer le diagramme d'exécution des programmes pour le mode multiprogrammé et temps partagé, avec un quantum de 2 unités de temps, et de calculer les temps de réponse de chaque programme et le temps de réponse moyen. Bon, deuxième question, donc c'est une question plus je dirais, de discussion sur l'effet de la valeur du quantum. C'est-à-dire quand on prend un quantum qui est trop grand, tel que 10, ou là un quantum trop petit, égal à une seule unité. On discutera de ça, je dirais la semaine prochaine, la séance de thé. D'accord? Donc, pour aujourd'hui, on va essayer de tracer le diagramme multiprogrammé. C'est-à-dire on sera au même niveau que le groupe d'hier. Et je vous laisserai donc le temps partagé à faire pour la semaine prochaine. Donc, on prépare le diagramme temps partagé pour la semaine prochaine et on le corrigera ensemble. D'accord? Aujourd'hui, on traite juste le multiprogramme. Alors, donc, le diagramme d'exécution du multiprogrammé. Bon, le cas où vous avez donc un programme ou un processus qui arrive à un instant autre que t égale à 0. Bon, jusque-là, on a toujours travaillé donc, selon l'ordre où l'indice a les programmes. L'exercice 1, par exemple, j'avais P1, P2, P3. Donc, c'était toujours l'exécution de P1 en premier, ensuite P2, ensuite P3. Donc, c'est-à-dire la probabilité de faire des erreurs sur l'ordre d'exécution, elle était faible. Deuxième exercice, c'était ABC. Les trois arrivaient au même instant, à t égale à 0, donc il n'y avait pas de problème. Là, par contre, on va avoir un ordre qui va être un peu chamboulé, je dirais, parce que si je prends les processus qui sont présents à t égale à 0, on va avoir ces trois processus, P1, P3, P4. Donc, ce que je vous conseille, c'est-à-dire pour éviter de faire des erreurs, de trop vous casser la tête, à déterminer quel est le programme qui va être exécuté à chaque instant. Ce que je vous conseille, c'est de représenter une file d'attente, de représenter la file d'attente des processus qui attendent l'exécution au niveau du processeur.
Donna les états des processus, on a ce qu'on appelle l'état pré. Ou la file, ce que je vais représenter ici, c'est la file des processus à l'état pré. D'accord? Et cette file, elle est gérée, donc pour cette année, elle est gérée toujours selon l'ordre d'arrivée des processus. Donc ça sera du FIFO durant toute cette année. L'année prochaine, on parlera d'autres choses. L'année prochaine, on aura d'autres politiques d'ordonnancement avec d'autres gestions des files d'attente. Mais pour cette année, c'est toujours du FIFO. D'accord? Donc, il n'y a ni priorité, ni un autre critère à prendre en considération. Et donc, la file d'attente, c'est bien de la représenter sur votre diagramme et de la mettre à jour régulièrement. Comme ça, vous allez pouvoir déterminer à chaque instant quel est le programme qui va être exécuté au niveau du processus. D'accord? Là, vous n'allez pas vous perdre dans votre diagramme. Donc, je vais essayer, bon, je ne peux pas malheureusement représenter tous les états des files d'attente dans mon diagramme parce que sinon, je n'aurai pas assez d'espace. Donc, j'ai essayé donc, de mettre l'état de la file à des instants particuliers. D'accord? Bon, ben, je peux mettre un petit commentaire derrière pour vous donner l'état de la file où là, on discutera de l'état de la file à chaque instant. Mais mettre le tout sur le slide, c'était un peu trop, donc ça allait donner un slide trop chargé. Donc, j'ai évité de faire ça. Donc, on démarre à t égale à 0, okay, par une file d'attente composée donc, dans cet ordre de P1, P3 et P4. Donc, ce que vous avez en jaune, c'est l'élément qui est en tête de file. C'est-à-dire c'est l'élément qui va être exécuté au niveau du processeur. Donc, il ne faut pas oublier qu'à t égale à 5, on va avoir l'arrivée de P2. D'accord? Donc, je mets à t égale à 5 parce que sinon, je risque de l'oublier. T égale à 5, on dit l'arrivée de P2. OK? Donc, on démarre notre programme. Donc, nous avons l'exécution de la TC1, donc ADC TC1, initialisation du système. Ensuite, il y a les 3 unités d'exécution du programme P1, voilà, qui va faire une demande d'entrée-sortie. Donc, ADC, demande d'entrée-sortie du programme P1. OK? Alors, périphérique, il est libre. Donc, j'ai la possibilité de lancer l'entrée-sortie de P1 sur les 7 unités. Voilà, regardez les 7 unités du programme P1. Je reviens vers le processeur. À t égale 5, j'ai l'arrivée du programme P2. L'arrivée du programme P2, elle va déclencher l'exécution de la TC6. Donc maintenant, je vais avoir TC6. D'accord? Donc, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. L'arrivée d'un nouveau programme. Première chose, l'exécution de la tâche de contrôle numéro 6. Deuxième chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon processus en queue de file. Donc, je dois représenter mon processus en queue de file. Donc, je ne vais pas le mettre en première position. Donc, l'état de ma file, à partir de cet instant, la fin à la TC6, ça va devenir P3, P4, P2. D'accord? Alors, P1, il est sorti parce qu'il est en train de faire une entrée-sortie. Donc, parce que c'est la file, tu as les processus qui veulent s'exécuter au niveau du processeur. Donc, elle est P3, P4, d'accord? Et avec l'arrivée de P2, quand je termine la TC6, j'injecte le P2. OK? Donc, maintenant, le prochain programme qui va être exécuté, c'est le P3, alors en tête de liste. Alors, P3, il a besoin de 2 unités. Donc, il va faire ces 2 unités de temps et il va exécuter la demande d'entrée-sortie. TC2. Le périphérique, il est occupé. Donc, il devra attendre la fin de l'opération d'entrée-sortie de A et la finalisation de l'opération d'entrée-sortie de A pour pouvoir être exécuté. Donc, le P3, à cet instant, l'instant 9, il est sorti de la file. Donc, à 9, qu'est-ce qu'on va avoir dans la file? P4, P2. D'accord? Prochain programme à être exécuté maintenant, c'est qui? Je prends la tête de file. Je prends la tête de file P4. Donc, je vais exécuter 3 unités. Alors, P4, c'est 7 unités de temps de calcul. D'accord? Donc, il va faire 3 unités. Il va être interrompu par la fin de l'entrée-sortie de A. AD, c'est la TC3. D'accord? L'effet de la TC3, c'est-à-dire à la fin de l'exécution de la TC3, c'est que le P1, il va revenir vers la file des processus prêts. D'accord? Et donc, à cet instant, l'instant 13, à la fin de la TC3, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir P1 ou la queue de file. Donc, l'état de la file, c'est les P4,
P2, P1. D'accord? P4, il est toujours en exécution. Cette unité TAO. Donc, je le laisse en tête de file. Et je lance sur le périphérique d'entrée-sortie l'entrée-sortie de P3. Parce que là, on a finalisé l'entrée-sortie de P1, on a la TC3. Donc, à partir de cet instant, je peux lancer l'exécution des entrées-sorties de P3 en parallèle avec ce qui reste comme temps CPU de P4. Donc, le P4 a 4 unités. Ou le P3, il a besoin de 3 unités d'entrée-sortie. Donc, je vais avoir les 3 unités d'entrée-sortie de P3. Parallèlement à 3 unités de P4. OK? Et qu'est-ce qu'on va avoir ici? Fin de l'entrée-sortie de P3 et donc exécution de la TC3. Alors, donnez-moi l'état de la file à 17. À l'instant 17. L'état de la file d'attente. Enchaîner au P3. Je vais P3. نزيدوها المافي. Voilà. On va la rajouter au niveau de la file. À quelle position? À la fin. Très bien. Donc, il va directement en queue de file. D'accord? Donc, on va voir. Bon, là, je viens de voir un commentaire. P3, P1, P2, P2, P1, P3. Bon, Adnan, il ne faut pas oublier le P4. Parce que le P4, Mazel est toujours en exécution. Donc, on le laisse en tête de file. Hein. D'accord? Ça, c'est ce que je vais avoir, par la suite. Donc, on va voir maintenant. Voilà. À 17. Alors, vous remarquez que je suis en train de représenter à chaque fois l'état de la file d'attente après la fin de la tâche de contrôle. Mais chez avant, après. C'est-à-dire la finalisation de la tâche de contrôle. Donc, à t égale 17, on va avoir l'ordre P4, P2, P1 et P3. OK? Alors, donc là, c'est bon. P2, P1, P3, ils attendent leur tour pour être exécutés au niveau du processeur. Je reprends l'exécution de P4 quand il y a une seule unité. Donc, je termine P4 et j'exécute à TC5. D'accord? À 19, P4, c'est bon. On a un programme, un processus, quand il termine son exécution, il disparaît du système. Donc, le système il récupère l'espace d'adressage qu'a le processus et il détruit son PCB. Donc, P4, c'est bon. À 19, P4 n'a plus une existence, le système TR. Donc, à T égale 19, on va avoir P2, P1, P3. OK? Donc, le prochain à être exécuté, ça sera le programme P2 qui va avoir 4 unités de temps. Donc, voilà les 4 unités de temps de P2. Ensuite, P2, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une demande d'entrée-sortie. Voilà. Donc, ADC, la tâche de contrôle, donc demande d'entrée-sortie de P2. On trouve que le périphérique est libre. Donc, je lance l'entrée-sortie de P2 sur le périphérique d'entrée-sortie. Et le prochain à être exécuté au niveau du processeur, le suivant, c'est qui? C'est P1. D'accord? Donc, je vais avoir ici l'exécution de P1 pendant 2 unités de temps, parallèlement à l'opération d'entrée-sortie de P2 qui sera de 2 unités de temps. D'accord? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va voir à 26? TC3. P2. Non. Non, pas TC3, P2. Il y a la demande d'entrée-sortie de P1. TCD de P1. Voilà, il y a la demande d'entrée-sortie de P1. Ensuite, on va voir la fin de l'entrée-sortie de P2. Donc, je vais avoir la TC2 et la TC3. D'accord? Et c'est à partir de cet instant qu'on pourra lancer l'entrée-sortie de P1. C'est-à-dire après la finalisation de l'opération d'entrée-sortie de P2. Donc, le prochain à être exécuté ici, ce sera l'exécution du programme P3 avec les 2 unités qui lui restent. Okay. Parallèlement, donc, il va être exécuté avec l'entrée-sortie de P1. P1, il sera une seule unité d'entrée-sortie, donc il termine l'unité d'entrée-sortie, d'accord? Et il va faire une TC3. Donc, il va terminer son opération d'entrée-sortie. Là, on va finaliser l'opération d'entrée-sortie du programme P1 ou du processus P1. Et on reprend l'exécution de P3. D'accord? Donc, le P3, il a terminé ses 2 unités de calcul. Là, c'est la fin de P3. On va voir la TC5.
Qu'est-ce qui nous reste maintenant dans le système? Attendez l'état de la file à 32, à l'instant 32. L'état de la file. P4, il est terminé. P3, il vient de se terminer. Donc, je prends le système. Allez, P1, P2. Je crois en tête de file. Je crois en tête de file. P1 ou P2? P2. P2. Parce que P2, c'est lui qui a terminé l'entrée-sortie en premier, à 26. Ensuite, il y a eu la fin de l'entrée-sortie de P1 à 29. Donc, P2, il est en tête de file. Donc, le prochain qui va être exécuté entre les deux, entre P2 et P1, c'est le programme P2. Donc, le P2, il va être exécuté avec 3 unités de temps. Il fait une demande d'entrée-sortie, TC2. Le périphérique est libre, donc je peux lancer l'entrée-sortie de P2 en parallèle avec le temps CPU de P1. D'accord? Donc, l'entrée-sortie de P2, c'est une seule unité qui va correspondre avec l'unité CPU de P1. D'accord? Alors, on a la fin de P1, fin de P1 et fin de l'entrée-sortie de P2. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir l'exécution à la fin de P1, donc la TC5. Ensuite, on va avoir la fin de l'entrée-sortie de P2, donc on va avoir la TC3. Reprise de l'exécution de P2 au niveau du processeur avec une seule unité de temps, P2, et fin de l'exécution de P2. Voilà donc le diagramme du multiprogrammé avec la tâche de contrôle numéro 6. OK? Donc, pour les temps de réponse. Alors, si on prend le P1, temps de réponse de P1, c'est 37. Temps de réponse de P4, c'est 18. Temps de réponse de P3, c'est 31. D'accord? Là, c'est à chaque fois, c'est moins 0. Là, parce que les trois programmes P1, P2, P1, pardon, P1, P3, P4 ont été chargés à T égale à 0. Okay? Par contre, pour P2, c'est pas 40. Ça sera 40 moins, comme il est arrivé à T égale à 5, ça sera moins 5. Il ne faut pas oublier le 5 pour l'exécution du programme, pour le temps de réponse du programme P2. Donc voilà pour les temps de réponse. Donc on va avoir 37 pour P1, 35 pour P2, P3 31 et P4 ça sera 18. Donc ça c'est pour le multiprogrammé concernant l'exercice 3. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, exercez-vous à l'utilisation de la file d'attente. Parce qu'elle va vraiment vous aider, elle va vous faciliter la tâche. Si vous ne mettez pas la file d'attente, vous risquez de faire des erreurs. D'accord? La probabilité de faire des erreurs là, sera très, très, très grande. Donc, apprenez à représenter à chaque fois. C'est-à-dire l'avantage, c'est que la file d'attente elle est gérée selon l'ordre d'arrivée des programmes. Vous n'avez pas une gestion dynamique de la file d'attente, quand par exemple il y a une priorité à calculer à chaque fois. D'accord? Là, c'est FIFO, l'ordre d'arrivée, donc premier arrivé, premier servi. Donc tous les processus qui arrivent en dernier, on les mettra directement en queue de file. Donc la gestion elle est très simple. Mais si vous ne mettez pas, là, si vous ne représentez pas votre file d'attente, vous risquez de faire des erreurs. D'accord? Voilà donc pour ce diagramme. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Il reste à faire donc, pour l'exercice 3, le diagramme du temps partagé, d'accord? Et discuter de la question, la valeur, le quantum, c'est-à-dire quand on a une grande valeur ou une petite valeur, quel sera l'effet sur le diagramme du temps partagé. D'accord? Et là, par exemple, la file d'attente, le temps partagé, la file d'attente, le diagramme de temps partagé, si vous ne représentez pas la file d'attente comme à des intervalles de temps bien déterminés, vous allez sûrement faire une erreur. D'accord? Et je suis certain parce que je trouve ça chaque année, je suis certain que ceux qui ne vont pas représenter la file d'attente, le temps partagé, ils vont faire une erreur. Une erreur par rapport à l'exécution, parce que là, ce sera du quantum. Donc, ce sera un peu plus compliqué que le diagramme du multiprogrammé que je viens de faire, parce que chaque 2 unités de temps, les programmes vont être arrêtés. Donc, représentez, à chaque fois que vous avez un changement dans votre système, représentez l'état de la file d'attente.
Donc là, je ne l'ai pas fait. J'ai pris juste des instants particuliers. Mais l'idéal, c'est de le faire à chaque changement. Le changement, je vois le changement. Comment savoir qu'il y a un changement dans mon diagramme? C'est les tâches de contrôle. Donc, à chaque fin d'une tâche de contrôle, représentez l'état de la file. C'est-à-dire les processus qui vont faire des entrées-sorties, vous les enlevez de la file du processeur, vous les représentez la file, les processus ce qu'on a appelé hier les processus bloqués, d'accord? Et quand vous avez des opérations d'entrée-sortie qui se terminent, vous remettez les processus, la file, les processus prêts, toujours en queue de file. D'accord? Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc je vais m'arrêter là donc, pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, faites le temps partagé. Hein. Donc, le diagramme, il est un peu compliqué. Ça vous fera un bon exercice. Donc, ça vous permettra de vous exercer un petit peu sur les files d'attente et la mise à jour des états au niveau du système. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc on arrête. C'est bon? Très bien. Donc, je vous dis...